Bonjour à tous. J'attends que les derniers participants se connectent. Je vois des petits messages disant bonjour, bonjour à tous. Tout d'abord, pardon, je tiens à vous remercier du temps que vous nous consacrez à l'écoute de ces webinaires portant sur la cybersécurité dans les dispositifs médicaux et les données de santé, état des lieux et gestion des risques. Je me présente, je suis Sylvie Lebeau de la société MD101 et je tiens à remercier tout particulièrement également les conférenciers pour leur présentation du jour. En termes d'organisation, vous disposerez d'un chat en bas de votre écran, Q&R, qui vous permet de poser des questions auxquelles nous aurons un temps dédié à la fin de la présentation pour pouvoir y répondre. En termes de programme, nous aborderons les points suivants dans un premier temps. L'importance croissante des données dans le dispositif médical, contexte et enjeux. Ce point sera fait par Cyril Michaud de la société MD101. La gestion du risque et l'assurance. Ce point sera abordé par Frédéric Noailles. Merci pour le programme ARS, donc Audit et Risque Solutions. Ensuite, nous aborderons le point de la sécurité by design fait par Daniel Baldassi et Rémi Mézel de NetSystem. Et enfin, la prise en charge du risque résiduel, comment l'assurer, point réalisé par Frédéric Noailles, toujours d'Audit, Risque et Solutions. Et en dernier lieu, un temps de réponse pour vos questions posées tout au long de ce webinaire. Webinaire qui est prévu pour 45 minutes. À titre d'information également, vous disposerez de l'enregistrement de celui-ci. Je laisse la parole à Cyril Michaud. Oui, bonjour à tous, Cyril Michaud. Donc, je vais commencer par la présentation sur la partie, on va dire, réglementaire. Donc, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est donc le logiciel en tant que dispositif médical ou le logiciel utilisé chez un fabricant, hein, et pas forcément qualifié de dispositif médical par ailleurs. Donc un logiciel, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un logiciel? Un logiciel, ce sont des algorithmes plus des données qui sont traitées par cet algorithme, et donc c'est le traitement de ces algorithmes par des données, c'est ça qui fait un logiciel, hein. C'est un logiciel ne tient pas en l'air tout seul. Il lui faut forcément des données qui soient présentes pour pouvoir servir à quelque chose, que ces données soient fournies par un système automatique, autre logiciel ou automate, ou alors que ce soit des données qui soient saisies par un humain, une personne. Donc, ceci nous amène à donc deux considérations d'un point de vue de cybersécurité. C'est la sécurité du logiciel, le logiciel qui traite ces données, de telle façon à ce que le logiciel fonctionne d'une manière telle qu'attendue et qu'il ne soit pas attaqué. Et puis d'un autre côté, la sécurité des données, le fait que les données que l'on a ne soient pas corrompues, ne soient pas effacées, ne soient pas divulguées à, euh, à des personnes pour qui ce n'est pas nécessaire qu'elles soient divulguées. Et bien évidemment, dans le cadre de la réglementation européenne, les données de santé, la sécurité des données de santé, les données de santé sont jugées comme des données sensibles, donc en plus, on vient rajouter le fait que les données de santé doivent être encore, d'une certaine manière, plus sécurisées que les autres. Donc, on va commencer par des exemples de ce qu'il y a d'un point de vue, logiciel en matière d'exemples. Donc, le premier exemple, c'est un exemple purement dispositif médical, où là, on a un produit donc, qui envoie des données sur le cloud, hein. Donc, vous avez une chaîne d'informations ici, des données qui sont des données de santé fournies tout à droite par un système connecté, donc en interaction avec le patient, que ce soit par exemple ici un, un tensiomètre, ou ça pourrait être un glucomètre ou n'importe quoi. Donc, ces données vont transiter à travers, par exemple, une plateforme, une passerelle qui peut être chez le patient, ensuite être envoyées sur Internet à travers la box de l'opérateur télécom. Donc là, on passe sur le cloud, hein, représenté ici par ce petit nuage, pardon, c'est l'Internet qui est représenté par ce petit nuage. Et donc les données vont être transmises sur un serveur d'application et stockées sur une base de données de santé. Ces données vont être traitées par ce serveur d'application avec un exemple typique, c'est un système de télésurveillance pour le patient va offrir des options d'envoi d'alerte ou de consultation des données médicales relatives au patient à du personnel de santé que vous avez ici sur la droite de l'écran à travers une appli web, à travers une application mobile, peu importe le moyen.
Ce que l'on voit ici, c'est qu'on a donc bien, premièrement, tout à gauche, un dispositif médical qu'il faut sécuriser pour éviter qu'il soit lui-même sujet à des attaques par des personnes malveillantes, et les données qui vont transiter sur des systèmes qui ne sont pas des systèmes de confiance. Hein. Internet n'est pas un système, n'est pas sécurisé par définition, jusqu'à un serveur d'application qui, lui, peut avoir à l'intérieur du serveur d'application des modules qui sont dispositifs médicaux, et puis une base de données de santé qui peut contenir des données. Donc voilà un premier exemple. Donc là, on est sur un exemple où la cybersécurité vient sur notre système d'information, sur nos systèmes d'information, que ce soit l'EDM ou le serveur d'application, à travers l'application de la réglementation du dispositif médical, hein, donc plus particulièrement le nouveau règlement 2017-745 UE, pour lequel la sécurité du système d'information fait partie des exigences essentielles, des exigences générales. Deuxième exemple ici de téléconsultation. Donc vous avez par exemple un système ou de téléexpertise. Vous avez un premier système dans lequel des données ont été envoyées ou sont générées par un premier centre hospitalier sur la gauche. Ces données générées par ce premier centre hospitalier peuvent être envoyées vers un deuxième centre hospitalier ou alors ça peut être un particulier, pourquoi pas. Mais tout ça, ça peut être fait au travers, encore une fois, d'un serveur d'application. Et vous avez en face, donc soit un deuxième centre de soins ou alors un particulier comme un radiologue ou un expert médical qui va venir consulter les données afin de permettre une téléconsultation ou une téléexpertise sur un sujet particulier, sur un dossier patient particulier. Donc là, on n'est pas forcément dans le cadre d'un dispositif médical. Hein, l'envoi de données à travers le réseau Internet ou à travers un réseau pour une téléconsultation n'est pas aujourd'hui qualifié de dispositif médical, mais il importe quand même qu'il faut sécuriser cette chaîne de traitement et d'envoi de données, notamment les données médicales qui vont transiter entre le premier centre à gauche et le deuxième centre à droite, vont devoir être sécurisées. De la même manière, alors on peut avoir des cas aussi où on a des systèmes d'information qui sont qualifiés de dispositifs médicaux. Je prends par exemple le cas le plus connu, c'est le cas de la téléradiologie. Voilà, donc on a un système qui permet d'envoyer des données à un radiologue chez lui, par exemple. Ben, l'appli qui permet de visualiser les images pour le radiologue, ben, cette appli va être qualifiée de dispositif médical. Donc là, on est sur des schémas où on va être DM ou non DM, mais d'une manière ou d'une autre, de toute façon, l'ensemble du système d'information, lui, doit être sécurisé. Troisième cas, exemple 3 et non pas exemple 1. Donc exemple 3, c'est le cas du suivi après commercialisation et suivi clinique après commercialisation. Le nouveau règlement nous apporte des exigences en matière de SAC, SCAC, PMCF pour ceux qui préfèrent ce terme-là, Post-Market Clinical Follow-up. On va devoir donc monitorer, suivre l'usage qui est fait d'un point de vue clinique des dispositifs médicaux qui sont mis sur le marché. Donc vous avez le moyen, à travers des objets connectés, de faciliter ce retour d'information terrain pour un suivi clinique après commercialisation sur des études observationnelles. Encore une fois, avec des exemples qui ressemblent beaucoup à la télésurveillance de tout à l'heure, sauf que là, les données ne vont pas être envoyées à des fins de télésurveillance, mais les données vont être envoyées vers le fabricant, qui est représenté ici par cette usine Panoir, le fabricant qui va donc récolter des données pour effectuer sa PMS, son SAC ou son SCAC. Donc ça, c'est dans le cas d'un dispositif actif, connecté, c'est un premier usage. Un autre usage en matière de suivi après commercialisation ou suivi clinique après commercialisation va être sur des DM qui ne sont pas connectés, la remontée d'informations, ou alors même des DM non actifs en fait, n'importe quel autre type de DM qui n'est pas connecté, les remontées d'informations vont être faites soit par le patient lui-même, pourquoi pas, ou alors par le personnel en charge de l'étude PMCF, étude observationnelle qui est menée. Donc là, on n'est pas du tout sur un usage
On n'est pas du tout dans une revendication dispositif médical. Hein. La PMS, la PMCF, on n'est pas dans la revendication DM, on n'est pas en train d'effectuer un traitement de données pour le bénéfice d'un patient unique. Hein. On est sur des traitements statistiques de données. Il n'empêche que ces systèmes d'information doivent être sécurisés. Alors, ils doivent être sécurisés et on retrouve ces considérations-là dans 2 guides. Donc, le premier guide dans lequel on retrouve ces considérations-là, en matière de gestion de la cybersécurité, que ce soit sur les processus liés à la conception du dispositif médical, gestion de risque du dispositif médical, ou alors les processus support autour d'un dispositif médical, comme l'exemple du PMS et PMCF, vous retrouvez ces considérations-là et ces exigences, enfin des exigences, oui, des recommandations, mais en fait les guides MDCG, c'est plutôt des exigences, dans le guide MDCG 2019-16 sur la cybersécurité. Donc il est bien entendu qu'une conformité MDR et une certification ISO 13485 qui permet de supporter le cycle de vie d'un dispositif médical, on va s'attendre que l'organisme notifié va s'attendre à ce que premièrement le dossier technique du dispositif offre les preuves que le dispositif médical lui-même est sécurisé. Et cerise sur le gâteau, deuxième chose, deuxième point de contrôle de l'organisme notifié, c'est vérifier que d'un point de vue système ISO 13485, les processus mis en œuvre dans ce système ISO permettent de s'assurer de la sécurité du système d'information. Voilà. On retrouve ces notions-là quelque part dans d'autres guidance, dans d'autres guides, donc notamment la EMI Tier 57 2016, les guidance FDA sur la cybersécurité, ou d'autres guides, Guide Santé Canada, Guide TGA, qui est le guide australien, ou le guide de l'IMDRF. Aujourd'hui, si on se prend la casquette purement marquage CE, c'est aujourd'hui le guide MDCG 2019-16 qui va s'appliquer à nous sur ce sujet-là, et pour lequel il va falloir se mettre en conformité. Un dernier point avant que je laisse la parole à Frédéric Noailles sur la gestion des risques et le processus gestion des risques de sécurité des systèmes d'information. On a une superposition entre les risques, l'analyse de risque faite d'un point de vue ISO 14971 pour le patient, risques relatifs au patient, et les risques relatifs au système d'information. Donc, certains risques relatifs au système d'information ne touchent pas la sécurité patient. Par contre, certains risques peuvent toucher la sécurité patient. Je corromps une donnée d'intérêt médical, hein, par exemple dans une de mes planches précédentes, notamment en télésurveillance. Un attaquant corrompt les données médicales et une alerte n'est pas levée pour le personnel de santé. L'alerte n'est pas levée, donc, ce qui peut induire derrière un retard à la prise en charge du patient et donc un risque du point de vue ISO 14971. Donc là, le processus de gestion des risques cybersécurité va amener à identifier des nouveaux risques en matière de risques relatifs à la sécurité du patient, un peu de la même manière, par analogie, que l'identification des risques en aptitude à l'utilisation va avoir un impact sur la sûreté du patient aussi. Donc, on va continuer par la partie gestion des risques et je vais laisser la main à Frédéric Nouaille sur cette partie-là. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis en train de passer en plein écran, voilà, c'est fait. Alors, après la partie de Cyril, on entame la seconde partie de ce webinaire sur la gestion des risques et notamment, vous verrez ensuite la cybersécurité. Mais pour commencer, nous souhaitions en fait faire un rappel de ce qu'est la gestion des risques d'un point de vue global, qui s'applique aussi bien pour les risques cyber que pour tout autre type de risque. Alors, la gestion des risques, c'est facile à dire, mais c'est un processus qui est essentiel pour toute entité, c'est-à-dire que toute entreprise se doit de gérer correctement ses risques.
Alors, les grosses entreprises ont la chance, enfin, ont les moyens de pouvoir répondre à cette nécessité par l'embauche de ce qu'on appelle des risk managers. Pour les plus petites entreprises, c'est finalement le rôle de la direction générale que de gérer les risques. Il s'agit d'un processus qui est en plusieurs étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'identification des risques. C'est donc pour un chef d'entreprise, un créateur de medtech par exemple, c'est savoir à quel risque il va être confronté. Il va y avoir des données, donc les risques liés à la data. Si son dispositif médical va être à forte valeur ajoutée dans la chaîne diagnostique ou thérapeutique, on aura un risque de préjudice corporel sur les patients au final. La survie de la société tient peut-être également à certains brevets ou autres actifs de propriété intellectuelle très stratégiques, etc. Donc à ce stade-là, on identifie, on met sur papier tous les risques que l'on est censé avoir. La deuxième étape, après avoir identifié les risques, c'est de les quantifier, c'est d'en faire l'analyse. En fait, c'est important parce que c'est cette analyse qui va permettre d'orienter les traitements qu'il y a à faire après. De manière très classique, l'analyse de risque, elle se fait selon deux principales dimensions qui sont la probabilité d'occurrence d'un risque ou sa vraisemblance, d'une part, vous le voyez sur le petit schéma en abscisse, et l'autre axe, c'est ce qu'on appelle la gravité ou la sévérité. Alors, j'ai positionné comme ça pour illustrer trois types de risques. Le risque rouge serait le plus important puisque avec une forte probabilité d'occurrence et en plus une gravité élevée s'il se réalise, une gravité qui par exemple pourrait remettre en cause la survie de la société. Le risque orange est lui un peu moins grave, mais un petit peu quand même. Il est par contre nettement moins probable. Et enfin, le risque en vert est peu probable et peu grave. Après avoir analysé les risques, les avoir quantifiés, il s'agit de les réduire, donc forcément en axant toutes les priorités sur les risques les plus importants. En termes de réduction des risques, il y a deux actions qui sont envisageables. Il y a tout d'abord les actions de prévention. La prévention vise à réduire la probabilité d'occurrence d'un risque. En cette période de télétravail, on entend beaucoup parler des multiplications des attaques cyber. Et il est notamment recommandé pour les personnes en télétravail d'accéder à leur système via un VPN. La mise en place d'un VPN est un acte de prévention, par exemple, puisqu'il va réduire la probabilité d'occurrence d'une attaque cyber. L'autre volet, c'est le volet qu'on appelle protection. Lui permet, en cas d'attaque cyber, pour reprendre le thème d'aujourd'hui, de réduire la gravité et les conséquences de cette attaque. Alors, un exemple de moyen de protection très connu, c'est tout ce qui est sauvegarde des données, backup, etc. Donc, ces trois points-là d'identification, analyse et réduction seront repris plus dans le détail par Daniel et Rémi de NetSystem dans la présentation qui suit. Et en fin de présentation, j'aborderai cette dernière étape de gestion des risques qui est celle du financement des risques qu'on connaît essentiellement au travers de l'assurance. En fait, les risques, une fois qu'ils ont été identifiés, analysés, réduits, ils sont toujours là. La phrase facile, c'est le risque zéro n'existe pas, et c'est vrai. Donc, il convient de financer le risque résiduel. Pour cela, si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez l'autofinancer. Si vous avez de la capacité d'emprunt, vous pouvez imaginer contracter des prêts en cas de réalisation d'un risque. Mais le moyen le plus connu et le plus utilisé aujourd'hui reste le transfert à une société d'assurance. Voilà, j'en ai terminé pour ce rappel de ce qu'est le processus de gestion des risques et je vais laisser la parole à Daniel et à Rémi qui vont rentrer plus dans le détail de la cybersécurité.
Donc effectivement, merci à Frédéric pour cette introduction. Alors comme le temps est toujours pressé, on va essayer quand même de faire vite. Alors pour rappel, donc sur la vision un petit peu vraiment sécurité opérationnelle, on peut rappeler que dans chaque produit aujourd'hui, voilà, que ça peut être une application, un système ou un objet connecté, la sécurité est vraiment un point clé. Alors pour ramener un petit peu les choses au domaine de la santé, je prendrai juste très rapidement l'exemple, par exemple, d'une montre connectée, puisque concrètement, voilà, beaucoup d'entre nous s'en servent aujourd'hui. Dans une session de footing, par exemple, qui va, voilà, votre équipé d'une belle smartwatch, par exemple, les données concernant la vitesse, la distance, la géologue, on va dire, vont être récoltées, analysées avec une couche des capteurs. Toutes les données seront ensuite communiquées au réseau informatique par du Wi-Fi, du Bluetooth ou votre 3G. Et donc, ces données qui sont quand même des données personnelles ont quand même besoin d'être protégées. Et c'est dans ce sens-là que l'on parle de security by design. Et donc, concrètement, c'est dans ce sens-là que l'on parle de la sécurité pensée, du coup, dès la conception même de l'objet. C'est pas une préoccupation qui est nouvelle. Elle a fait depuis très longtemps, en études je dirais, des industriels et notamment de la défense, dont la préoccupation première ou la crainte vraiment majeure, c'est d'arriver à éviter ce qu'on appelle une bombe logique. Et donc, pour rappel, cette bombe logique, c'est tout simplement un dispositif qui est programmé, dont le déclenchement, on va dire, est programmé par une action, qui peut être déterminée par le passage à une date d'un système, le lancement d'une commande, ou tout simplement, voilà, n'importe quelle touche que l'on va peut-être activer et qui va déclencher une action au niveau du système. Donc ça, et on va dire que la plupart des virus aujourd'hui sont sur ce concept-là. Ils font quand même des dommages vraiment majeurs. Alors, comment dire, globalement, on va dire que la security by design va permettre de modéliser les risques et puis les menaces en même temps de la solution. Très souvent, et en tout cas, il est conseillé de le faire en amont de la phase de conception, l'idée étant d'intégrer tous les mécanismes de protection plus tôt et de manière, on va dire, peut-être plus efficiente. Et si on veut un petit peu réduire ce risque, on a 3 grands principes aujourd'hui qui sont mis en œuvre et recommandés pour assurer la conception selon le modèle un petit peu parlons de la security by design. C'est donc à la fois le premier qui est de minimiser la surface d'attaque, la deuxième qu'on appelle le moindre privilège, et puis, pardon, vous n'avez peut-être pas, je ne sais pas si mon écran s'était bien affiché, je viens de m'en rendre compte. Donc, troisième grand principe qui est la défense en profondeur. Alors, si on revient un petit peu sur ces 3 principes-là, le principe numéro 1 qui est vraiment de minimiser donc ce qu'on appelle la surface d'attaque, je dirais qu'en général, cette surface d'attaque vraiment représente tous les points d'entrée et les points de communication possibles qu'un système d'information, même à minima soit-il, celui d'une montre ou d'un téléphone, possède, on va dire, avec l'extérieur. Bon, ça peut être détaillé, mais on va dire que voilà, c'est tout ce qui est plus ou moins les OS, les librairies, les réseaux, donc tout ce qui est port, une adresse IP, les flux réseau, les protocoles, et aujourd'hui tout ce qui est également même des éléments physiques. Bon, une fois que tous ces points d'attaque ont été identifiés, il faut donc pouvoir mettre en place des outils de surveillance ou de protection assez avancés sur ces points-là. Et en même temps, et Rémi reviendra un tout petit peu après, pour les systèmes, on va dire, très exposés ou à risque, il est vraiment conseillé de réaliser, on va dire, des analyses de sécurité vraiment de façon très régulière. Bon, voilà, sachant qu'un plus le dispositif aura une surface d'attaque étendue, bien entendu, plus il sera vulnérable et en même temps, les moyens de protection plus complexes à mettre en œuvre ou à organiser. Le deuxième point, c'est celui de ce qu'on appelle le moindre privilège. Donc là, le principe, il est vraiment indissociable de notre point de vue de la security by design, puisque concrètement, je dirais, il consiste vraiment en une répartition vraiment très claire des tâches, encore une fois, dès la conception, mais vraiment dès l'origine du produit, en même temps des rôles qui sont associés, des droits que l'on attribue, et tout ça, c'est vraiment de garantir le cloisonnement d'un environnement.
Et une fois, on va dire que ce principe du moindre privilège est mis en place, par définition, la compromission d'une sous-partie de cet environnement devient beaucoup plus difficile, puisque concrètement, on arrive à réduire fortement du coup la surface d'attaque. Et puis du coup, la conséquence positive, ça sera qu'en cas de corruption, elle n'aura dans ce cas-là que des conséquences relativement limitées. Voilà, et cette application va vraiment de principe, l'application, on va dire, de ce principe dès la conception va vraiment de pair avec l'idée de séparation des rôles. Le troisième principe, c'est celui de la défense en profondeur. Alors, c'est un terme qui était plutôt emprunté à la technique militaire, mais concrètement, c'est d'arriver à retarder l'ennemi. Voilà. Et donc, elle consiste on va dire, à exploiter plusieurs techniques de sécurité afin de réduire le risque lorsque un des composants, justement, est compromis, ou défaillant. L'idée de fond étant, je dirais, d'opposer à une menace des lignes de défense qui soient vraiment, d'une part, indépendantes et en même temps coordonnées, afin de faire reposer justement tout cet ensemble sur un ensemble, enfin, voilà, de façon cohérente et non pas sur un seul élément. Globalement, voilà, donc l'idée, encore une fois, est d'arriver à déterminer à partir de là des objectifs de sécurité pour construire, on va dire, cette stratégie de défense en profondeur. Alors, en résumé, avant de passer effectivement la parole à Rémi, l'application de ces trois grands principes-là, bien entendu, ne va pas pouvoir garantir une imperméabilité complète aux attaques et aux intrusions, mais parce que justement, voilà, le problème est quand même complexe et le zéro défaut n'existe pas en termes de sécurité, mais en tout cas, voilà, elle va permettre, si on l'applique, de réduire fortement la surface d'exposition et donc de protéger les dispositifs. Bien entendu, mais Rémi reviendra un petit peu après, c'est quand même un concept qui doit être pris en compte tout au long du cycle de vie d'un produit, puisque, encore une fois, voilà, la sécurité, par principe, ça n'est pas un projet, mais c'est vraiment un concept et qui doit donc s'inscrire dans le temps. Et puis peut-être, comme on aime assez à le dire en cybersécurité, dans tous les cas de figure, il vaut mieux se savoir en danger que de se croire en sécurité. Voilà. Beaucoup nous ont fait les frais ces derniers temps, mais c'est un principe très sain et qu'il faut quand même pouvoir voilà, aborder. Voilà, donc on bascule maintenant vers la partie démarche de gestion des risques, dont va nous parler Rémi, qui va donc prendre le relais de cette présentation. Et j'espère au plaisir d'échanger. Alors, hop, voilà. Bon, donc bonjour à tous. Donc je prends le relais donc sur cette présentation pour parler un petit peu plus de la démarche de gestion des risques. Donc je vais reprendre rapidement quelques éléments dont a parlé Frédéric à l'instant. Donc en plusieurs étapes, hein, effectivement. Première étape, ça va être bien sûr d'établir le contexte dans lequel on décide de mettre en place ce processus de gestion des risques, qui va prendre en compte divers éléments sur comment on va faire pour évaluer les risques, quelles sont les contraintes auxquelles on est soumis, etc. Ensuite, on va du coup passer à la phase d'appréciation des risques, donc par l'identification, l'analyse et l'évaluation, la valorisation. Ensuite, une fois qu'on connaît les risques auxquels on est exposé, qu'on les a bien hiérarchisés, on va pouvoir des mesures potentielles et évaluer, sélectionner ces mesures en fonction, bien sûr, des risques qu'elles peuvent couvrir et de la criticité de ces derniers. C'est ce qui va donc nous permettre ensuite de faire une planification et une mise en œuvre de ces mesures. On voit aussi sur les côtés que on a aussi deux petits processus transverses, en fait, qui va bien correspondre au suivi, à la révision de l'analyse de ces risques, puisqu'une analyse de risque
ce n'est pas quelque chose de figé dans le temps, les risques ça évolue, le système d'information évolue, le métier évolue, donc il y a forcément des nouveaux risques qui peuvent être amenés à être présentés. Donc voilà, il faut aussi voir que ces analyses de risque doivent être revues de manière fréquente pour être sûr d'avoir une visibilité des risques auxquels on est encouru. Et à gauche, du coup, le processus de leadership et communication. Donc ça, c'est aussi important de pouvoir avoir la possibilité de communiquer autour de ça, puisque, comme on le sait, la sécurité, c'est l'affaire de tous, hein, c'est pas que l'affaire de l'informatique, de l'IT, c'est tout le monde y participe, et donc l'importance de communiquer là-dessus pour justement permettre que tout le monde soit participant dans cette bataille. Et bien entendu, le leadership avec aussi l'appui de la hiérarchie sur ces aspects-là. Un petit tableau que j'ai ajouté à côté pour bien présenter effectivement, donc pour ceux qui l'auront deviné, la démarche PDCA, donc la route de Deming, pour expliquer que c'est bien un processus qui s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue, hein, donc avec la planification, le déploiement, le contrôle et ensuite les actions qu'on décide de mettre en œuvre pour continuer, et donc avec une nouvelle planification, etc. Donc on fait un tour de roue. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, donc attendez, je reviens en arrière. Voilà, sur les trois, là où je vais rentrer un peu dans le détail, ça va être donc sur l'établissement du contexte, l'appréciation des risques et le traitement des risques. Donc, au niveau de l'établissement du contexte, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a différentes phases, différents éléments à identifier au départ. Donc, déjà, en fait, ça va être de déterminer les critères de base qui vont nous permettre déjà d'évaluer les risques. Sur quelle base on va décider d'évaluer les risques. Donc, on a bien sûr ces quatre grands critères que je pense beaucoup d'entre vous connaissent: la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité. Disponibilité de l'information, intégrité des services ou des informations, la confidentialité des données, et puis la traçabilité des actions qui sont menées sur les données ou sur les logiciels. D'autre part, on va avoir besoin aussi d'identifier des critères d'impact. Donc là, je mets un petit tableau aussi qui représente les critères de gravité, notamment sur 4 critères qui sont identifiés là, mais il peut très bien y en avoir d'autres. En fait, hein, c'est vraiment à vous d'identifier quels sont les critères d'impact qui sont les plus pertinents pour votre organisation. Donc ici, voilà, j'ai mis donc métier, financier, juridique et réputation sur une échelle de 4 niveaux, allant de négligeable à quelque chose de critique qui, comme le disait tout à l'heure mon collègue, pourrait éventuellement mener à mettre en péril l'organisation. Et enfin, les critères d'acceptation des risques que je n'ai pas fait apparaître ici, mais qu'on va revoir un petit peu plus après, qui va être dans quelle mesure on décide qu'un risque est acceptable. Puisque, comme on l'a dit précédemment, le risque zéro n'existe pas, il y aura toujours des risques. L'idée ici est de savoir à partir de quel moment on décide que ces risques sont acceptables et qu'on peut les conserver en l'état sans avoir à mettre de l'effort dessus. Ensuite, donc en deuxième partie, le domaine d'application et les limites et le périmètre, hein, de l'analyse, avec comme input les objectifs stratégiques commerciaux, les exigences aussi légales et réglementaires ou contractuelles auxquelles on est exposé. Donc ici, on pourra très bien rejoindre la partie données médicales, les données personnelles. Il y a plusieurs choses qui peuvent s'appliquer ici. Des contraintes qui affectent aussi l'organisation, que ce soit des contraintes métiers, des contraintes financières, des contraintes, voilà. Ces éléments-là sont aussi à prendre en compte dans l'analyse pour être au plus proche, en fait, des besoins du métier et de ce que l'organisation pourra réaliser. Et enfin aussi, les échanges d'informations avec l'écosystème de l'organisation, les interfaces qu'il peut y avoir, les partenaires, etc., pour bien sûr prendre en considération aussi ces éléments-là dans l'analyse, puisque l'analyse de risque ne se limite pas à votre seul système d'information. Votre système d'information, il interagit aussi avec d'autres systèmes d'information ou d'autres entités, et ces interactions-là sont aussi éventuellement à prendre en compte dans l'analyse si vous le souhaitez. Et en troisième étape, pour le contexte, bien sûr, l'établissement d'une organisation adaptée, hein, pour le processus de gestion des risques, et tout processus a besoin de cette partie-là. La définition des rôles et des responsabilités, l'identification et l'analyse aussi des parties prenantes dans cette analyse. Donc, comme j'expliquais, voilà, les tiers aussi sont des parties prenantes. Et aussi des processus d'escalade en cas d'incident. Donc ça, c'est voilà, quelques éléments. J'ai mis 3 petits points parce qu'il y en a d'autres. La taille des slides et la durée ne me permet pas de rentrer dans tous les détails, mais voilà, pour faire un petit tour d'horizon de ce qu'il peut y avoir à prendre en compte dans ces éléments. Alors, sur la partie appréciation des risques, donc on a 3 parties. La première partie, ça va être l'identification des risques. Donc Frédéric en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure.
ici, je détaille un petit peu plus qu'est-ce qu'on appelle identification des risques. Donc, il y a plusieurs points, hein. C'est déjà les actifs de l'organisation sur lesquels vont peser les risques. Il faut savoir les lister, il faut savoir aussi les valoriser en termes de criticité. Les types de menaces qui peuvent porter préjudice aussi à vos actifs et aussi leurs sources. Les mesures de sécurité existantes ou prévues, les vulnérabilités qui peuvent être connues à l'instant où au moment où l'analyse est faite, et aussi identifier des scénarios d'incident. Donc c'est ce que j'expliquais aussi tout à l'heure, Frédéric, les événements en fait qui pourraient porter préjudice aux actifs de votre organisation et du coup entraîner des risques. La deuxième partie, donc, c'est vraiment purement l'analyse. Donc, tout d'abord, on va demander effectivement de choisir une méthodologie. Bon, pour ça, il y en a plusieurs. Celle qui est la plus connue, c'est la méthodologie EBIOS, hein, bien sûr. Mais il y en a d'autres. On peut se baser sur la norme ISO 27005. Il y a quelques autres méthodes aussi qui existent. Dans l'analyse, on va apprécier, donc comme l'a dit, je vais passer assez rapidement là-dessus, sur l'impact et la vraisemblance. Donc, impact, c'est donc la gravité, hein, l'axe vertical, je crois, sur le schéma de Frédéric tout à l'heure. Et la vraisemblance, probabilité d'occurrence des scénarios d'incident, qui était l'axe horizontal. Avec ça, on va pouvoir estimer un niveau de risque et ensuite évaluer ces risques et les comparer aux critères d'acceptation des risques qu'on a déterminés. Donc ici, je vous ai mis un petit exemple de matrice de risque. Donc voilà, c'est simple, c'est une matrice 4 qui va déterminer des niveaux de risque en fonction de la gravité et de la vraisemblance auxquelles se positionnent les scénarios. Donc on voit en fait qu'on a simplement une simple évaluation de 0 à 4. Et à partir de ça, on peut déterminer effectivement, par exemple, que dans nos critères d'acceptation des risques, on pourrait dire tous les risques qui sont dans la partie négligeable, on décide de les accepter. Et on ne va traiter que les risques qui sont de niveau 1 ou plus. Donc pour passer un petit peu après sur la partie traitement des risques, hein, c'est de ce dont je commençais à parler, il y a 4 options qui s'offrent à vous à ce niveau-là. Déjà, bon, l'acceptation, je viens d'en parler. La réduction par le traitement, donc par l'application de mesures. Le transfert, Frédéric en parlait tout à l'heure, effectivement, on peut très bien choisir de transférer son risque vers un partenaire ou alors auprès d'une assurance. Et le refus simple et dur de dire, bon, ben, le risque est trop élevé pour nous, on ne peut pas prendre ce risque-là, ce serait quelque chose de trop important pour notre organisation. On prend la décision d'arrêter le service ou de ne pas sortir un produit, une option, ou de ne pas mettre une fonctionnalité dans le produit parce que ça apporterait des risques trop importants. Voilà, ici donc je vous mets des petits extraits de graphiques de résultats. Donc on voit à gauche en fait voilà, une cartographie des risques actuels. Donc ça c'est voilà, les chiffres parlent pas trop, hein, mais c'est pour vous montrer un petit peu. Donc on a les 4 niveaux. On voit aussi au milieu le plan de traitement des risques où ici en fait on a surtout voilà, le nombre de risques qu'on a acceptés, le nombre de risques qu'on a réduits. On voit ici que dans cet exemple-là on n'a pas de risque transféré évité, mais c'était voilà, dans un cas spécifique où le cas de transfert de risque n'était pas nécessaire. Et à droite du coup les risques résiduels après l'application des mesures qu'on a identifiées qui montrent que voilà, on aura bien réduit tous les risques à un niveau acceptable une fois le plan d'action effectué. Un petit exemple de plan de traitement des risques pour vous montrer un petit peu concrètement à quoi ça ressemble. Alors, ce n'est qu'un exemple, hein, il peut y avoir d'autres visions. Ici, c'était basé sur un simple fichier Excel, mais il peut y avoir d'autres options. Donc, on a différentes mesures ici que j'ai mis à titre d'exemple. On peut avoir effectivement un responsable de la mesure, évaluer le gain que cette mesure peut apporter, l'effort qu'il faudra pour la mettre en œuvre. À partir de ça, on a un rapport gain-effort qui nous donne en fait une catégorisation allant de 1 à 4, de action à gain rapide, projet majeur, en passant jusqu'au dernier qui va être le labeur, je crois, le truc le plus difficile avec un gain faible et un effort élevé. La criticité du risque sur laquelle la mesure s'applique, une mesure va réduire forcément un risque. Si ce risque est critique, on va le valoriser ici. Et la combinaison gain-effort et criticité du risque va donner une priorité. Alors c'est pareil, ici c'est de 1 à 4, je crois, de mémoire, mais voilà, ça permet de prioriser en fait ces actions-là. Alors ici, il n'y avait pas d'estimation de force, on n'avait pas parlé avec le client à ce moment-là. Date de début, date de fin, et puis voilà, un état avancement. Bon, ça, je pense qu'on ne va pas s'attarder là-dessus. L'idée ici est de voir qu'en fait, on peut avoir un plan structuré, hiérarchisé, qui permet de se donner de la visibilité, de se projeter sur 1, 2, 3 ans, une vraie feuille de route qu'on peut ensuite présenter à la direction, aux décideurs, pour aussi voilà, valider ces éléments-là. Et donc ici, voilà, pareil, petit graphique rapidement pour montrer que voilà, l'avancement des mesures et ce qu'on peut ressortir comme reporting sur l'avancement de ces mesures. Je crois que c'est
tout pour moi. Oui, je suis passé sur un écran noir, donc ça devait être ma dernière slide. Ce fut dense. Je passe la main rapidement à Frédéric puisque nous sommes bientôt à la fin de ma session. Hop. Comment on va avec Rebonjour. Donc, nous allons terminer ce webinaire par quelques mots sur l'assurance des risques cyber, puisqu'il existe des solutions d'assurance pour ça. Comme on l'a évoqué précédemment, donc c'est un peu l'étape ultime de la gestion du risque. J'ai fait ce qu'il fallait avant, identifier, quantifier, réduit, et je décide de transférer le risque résiduel à un assureur. Alors, quelques considérations pour commencer. Tout d'abord, il suffit de lire la presse pour s'en rendre compte. Ce sont des risques qui sont devenus très problématiques, qui concernent, contrairement à certaines idées reçues, toute taille de société. C'est-à-dire qu'on a des clients, il y a des grands groupes qui sont touchés, des grosses PME qui sont touchées, mais également des startups. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire aussi, c'est que en faisant allusion à un autre risque traditionnellement assurable, la fréquence des cyberattaques est beaucoup plus élevée que les incendies d'entreprise. Autre exemple qui nous vient des US, puisque les US ont quelques années d'avance sur nous en termes de risques et également en termes de couverture de ces risques. Aujourd'hui, aux US, le poste d'assurance cyber est devenu pour bon nombre de sociétés le plus important. Le marché de l'assurance en France s'est organisé. En fait, on est passé de couverture cyber qui n'étaient pas forcément mentionnées dans les contrats. Parfois, elles étaient exclues. Parfois, ce n'était pas exclu, donc c'était couvert, mais ce n'était pas clairement indiqué. C'est ce qu'on appelle les couvertures silencieuses. Et on est passé de ça à une situation aujourd'hui où il existe des contrats d'assurance dédiés pour couvrir les risques cyber. Alors, ce marché s'est organisé, il y a quand même pas mal d'acteurs en France qui permettent d'intervenir. Il y a toutefois un appétit, il faut noter un appétit limité des assureurs pour tout ce qui est industrie de la santé, ceci pour plusieurs raisons. Si on se base, si on regarde le point de vue, on se met du point de vue du RGPD, tout d'abord, il y a la notion de données de santé. Pour les entreprises qui manipulent des données de santé, ce sont les données les plus recherchées aujourd'hui. Deuxièmement, dans le domaine de la santé, il y a souvent un risque patient à la fin. Et enfin, il y a des enjeux financiers autour de tout ce qui est la sphère biotech et medtech qui sont colossaux. Donc, pour ces trois raisons, certains assureurs ne se positionnent pas sur l'industrie de la santé. Je voulais terminer ce slide par un point qui n'est pas négligeable, notamment pour tous ceux qui développent, qui vont commercialiser des solutions medtech, que ce soit du produit ou du logiciel, intervenant dans les phases de diagnostic ou des thérapeutiques. Il y a depuis 2002 en France une loi qui s'appelle la loi Kouchner, qui est la loi sur le droit des malades et qui impose à tous ces acteurs une obligation d'assurance à responsabilité civile. Le sujet qu'on a actuellement, c'est que les contrats d'assurance cyber excluent quasiment tous les préjudices corporels de leur police. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont un business avec une exposition cyber et qui souhaitent s'assurer là-dessus, notamment parce qu'une cyberattaque pourrait créer des préjudices corporels au final chez les patients, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut être très, très vigilant sur ce point-là. Rapidement, pour terminer, c'est ma dernière slide, sur les garanties. Les garanties, elles se décomposent comme ceci. Tout d'abord, il y a dans les contrats d'assurance cyber une partie assistance qui est super utile.
En fait, c'est la mise à disposition 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 d'experts qui ont été sélectionnés par l'assureur. Alors, on trouve dans les experts des avocats, par exemple, qui vont vérifier en cas de cyberattaque, qui vont très rapidement vérifier quelles sont vos obligations vis-à-vis réglementaires, légales, vis-à-vis des personnes qui se seraient fait voler des données. On trouve aussi des experts en sécurité IT, on trouve des consultants en communication de crise, par exemple, ou encore des experts qui sont spécialisés dans la récupération des données. Le deuxième volet, c'est les dommages subis par l'assuré, c'est-à-dire par vous qui souscrivez ce type d'assurance. Donc, le type de dommages que vous pouvez subir, c'est par exemple les cyber extorsions, donc avec demande de rançon. Il y a aussi tout ce qui est sanctions et amendes que vous devrez payer. Ça, c'est notamment dans le cadre du règlement du RGPD. Un autre exemple de dommage que vous pouvez subir, c'est tout simplement l'interruption de vos activités professionnelles parce que vos systèmes informatiques ne sont plus en état de fonctionner correctement. Le troisième volet des contrats d'assurance cyber, c'est un volet de type responsabilité civile, c'est-à-dire que ça vous protège contre les préjudices que vous causez à des tiers. Voilà, ce n'est pas négligeable non plus. Il faut savoir que et là aussi, la presse ressort souvent des exemples. Souvent, des grands groupes sont victimes de cyberattaques, mais en fait, les attaques proviennent de fournisseurs, de sous-traitants, de partenaires de taille un peu plus modeste et qui sont moins pourvus en cybersécurité. Dernier point, une disparité des solutions proposées par les assureurs. Ça, c'est également très important. On n'achète pas une assurance cyber comme toute autre assurance. Hein. C'est vrai pour toutes les autres assurances d'entreprise. On n'achète pas une assurance pour une entreprise comme une assurance pour un appartement ou une maison. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, il faut savoir que dans les assurances cyber, chaque assureur va avoir des garanties un peu différentes, des exclusions un peu différentes. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup d'assureurs qui excluent tout ce qui est relatif à ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Avec un exemple, c'est tout ce qui est fraude au faux président. Voilà. Donc, point de vigilance, attention, il faut vous acheter de l'assurance, c'est bien, c'est nécessaire, mais il faut bien regarder le contrat et surtout, il faut bien être accompagné sur le sujet. Voilà, j'en ai terminé pour la partie assurance et je vais laisser Sylvie reprendre la main pour la partie Merci Frédéric. questions-réponses. Tout à fait. Alors, j'ai essayé au cours de la présentation de regarder les questions et de voir un peu les thématiques communes. Je vais commencer par une première question concernant un logiciel. Donc, un logiciel dispositif médical installé sur un smartphone ne partageant aucune donnée avec l'extérieur est concerné par la cybersécurité. C'est une bonne question. Même si le logiciel DM ne requiert aucune connexion Internet, le smartphone peut éventuellement être connecté pour d'autres utilisations. Dans ce cas, doit-on considérer les risques d'un logiciel malveillant puisse éventuellement accéder au logiciel DM via le smartphone et éventuellement modifier le code source? Ou bien considère-t-on que la cybersécurité est non applicable comme le DM ne transmet aucune information par les réseaux? En gros, est-ce que la cybersécurité est applicable? Bon, c'est Cyril Michaud. Je vais commencer par porter une réponse réglementaire qui est oui. Donc, il faut démontrer que le dispositif médical est bien sécurisé. Il est sûr qu'avec une approche comme ça, on permet à ce logiciel de communiquer avec personne. J'imagine que la réponse technique doit être beaucoup plus simple qu'un système qui communique avec tout le monde. Après, je vais peut-être laisser Rémi parler. Peut-être Rémi ou Daniel ont des exemples en la matière. De mon côté, je n'ai pas vraiment d'exemple sur lequel m'appuyer pour donner une réponse. Ce que je peux préciser ici, c'est que oui, la cybersécurité s'applique sur le logiciel à partir du moment où vous identifiez qu'il y a un risque derrière. C'est-à-dire que voilà, tout est une question en fait d'évaluer en fait est-ce que cet événement-là, donc le fait que le logiciel puisse être on va dire compromis en fait, est-ce que ça porte un risque à la fois
éventuellement pour le patient, pour le service rendu au patient ou pour votre organisation, votre système d'information. Si vous évaluez que c'est quelque chose qui peut être impactant pour vous, dans ce cas-là, oui, il y aura de la cybersécurité appliquée dessus. Si ce n'est pas le cas, forcément, on va peut-être mettre ça un petit peu de côté en disant, voilà, le logiciel, effectivement, il ne dialogue pas avec l'extérieur, ce n'est pas un risque que nous avons identifié, on décide de ne pas traiter cet événement. Oui, en l'occurrence, dans un dossier technique, il faudra un argumentaire pour justifier comment on n'applique pas la cybersécurité, hein, de toute manière. Voilà. Je continue avec une seconde question. Étant donné la taille de notre entreprise, que je ne cite pas, un processus dédié pour la cybersécurité me paraît difficile à mettre en place. Je pensais indiquer la prise en compte de ces risques soit dans un risk management plan, soit dans un software development plan. Entre ces deux solutions, y en a-t-il une à privilégier ou ces solutions ne sont pas les bonnes? Et dans ce cas, il faudra un processus complet à ajouter dans notre cartographie des processus réglementaires. Oui. Donc, bon, c'est pas la peine d'aller en effet jusqu'à mettre un processus dans le système qualité, hein. Quand on parle de processus, c'est une démarche que l'on fait dans le cas présent. De la même manière que pour ceux qui connaissent la 62304, elle demande un processus de gestion de configuration. On ne va pas venir plaquer un processus de gestion de configuration dans la cartographie du SMQ. Là, c'est la même chose. Et en effet, dire j'ai implémenté un processus de gestion des risques cyber en ayant un plan de gestion des risques, soit tout intégré dans le plan de gestion des risques patient safety et cyber, soit en ayant un deuxième plan de gestion des risques cyber à côté, ce qui est peut-être préférable pour pas mélanger les choux et les carottes. En effet, ce sera tout à fait acceptable. Voilà, avec le plan de développement logiciel ou la procédure conception logicielle qui fera référence à ces deux plans, tout simplement. De toute façon, voilà, si je peux me permettre d'ajouter, effectivement, la cybersécurité et donc la gestion des risques, en fait, ce processus de gestion des risques tel que je l'ai présenté ici peut très bien se décliner sur d'autres éléments que la cybersécurité. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va différencier la cybersécurité de système, ça va être les actifs sur lesquels on décide de faire l'analyse et puis aussi les mesures qu'on va mettre en œuvre. Mais après, on a aussi, voilà, comme vous le mentionnez, le RMP, Risk Management Plan, peut très bien on peut très bien intégrer de la cybersécurité là-dedans, puisque c'est de la gestion des risques. C'est juste que voilà, c'est des risques orientés plutôt cyber. Pour revenir par rapport à ce que vous disiez sur le software development plan, ici, effectivement, on a un élément qui est assez intéressant à voir, c'est que, comme le disait Daniel tout à l'heure, dans le Security by Design, la sécurité peut s'intégrer aussi dans cette partie-là, sans forcément parler de gestion des risques, mais en tout cas, de prendre en compte la sécurité dans toutes les étapes, et donc de la conception, donc même au niveau du cahier des charges, de l'expression des besoins, comme je le marquais tout à l'heure sur les critères disponibilité, intégrité, confidentialité, traçabilité. On peut avoir une expression de besoin en sécurité dès le début, et du coup, en fait, se baser sur cette expression-là de besoin pour orienter le développement et faire une revue, effectivement, de la sécu tout au long du développement. Mais pour ce qui est de la gestion des risques, effectivement, on se rapproche très fortement d'une gestion de risque opérationnel ou de risque financier. Ou voilà, c'est le processus de fond est le même. J'en viens avec une question un peu plus orientée RGPD. Bonjour, merci pour cette présentation. Doit-on obtenir le consentement des patients et comment pour exploiter les données de santé? Même question si les données sont totalement anonymisées. Donc la réponse est oui, il faut obtenir le consentement du patient sur le traitement des données. Alors sur le cas des données anonymisées, je ne sais pas, il faut peut-être mieux voir avec un avocat quels sont les traitements que vous faites par rapport à ces données-là, pour voir la légitimité des traitements, etc., pour voir si le consentement est nécessaire, mais par défaut, le consentement doit être obtenu pour les données de santé, pour l'exploitation de données de santé, le recueil de données de santé. Autre question un peu plus orientée RGPD aussi, mais cette fois-ci avec un lien sur la loi HIPAA, enfin je ne sais jamais comment la prononcer, HIPAA. Quelles sont les principales différences avec le RGDP, enfin le GDPR, RGPD, je vais y arriver dans les acronymes, on n'y arrive plus. Que prendre en compte dans le design? Que ce soit l'une ou l'autre se ressemble énormément parce que ce soit HIPAA ou RGDPD, c'est la protection des données personnelles.
Je vais dire, pour caricaturer, que souvent les sociétés qui manipulent des données personnelles de santé pensent que il suffit d'aller mettre ces données, coller ces données dans un data center agréé, et puis hop, ça y est, on peut jouer chat perché avec la réglementation, tout va bien. Donc ça, c'est la première vision des choses qu'on a. Malheureusement, ça s'arrête pas là. Et que ce soit HIPAA ou RGPD, on a plus que ça à faire. Il y a des analyses de risque à faire et d'autres choses où je pense que Rémi s'y connaît mieux que moi, elle va pouvoir détailler un peu plus que moi sur ce sujet-là. Donc non, finalement, donc voilà, donc c'est la, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a Pardon, des, j'avais le micro oui, coupé, excusez-moi. pardon. Non, non, je disais en fait que j'ai essayé de retrouver la question, mais je ne l'ai pas retrouvée à l'écrit et j'ai peur de ne pas m'en souvenir complètement, donc je ne voudrais pas répondre à côté. Est-ce que c'est possible de la répéter pour que... Moi aussi, je me suis fait avoir par mon micro, excusez-moi. Donc, question sur la loi HIPAA. Quelles sont les principales différences avec le RGPD et que prendre en compte dans le design? Ah oui, d'accord. Alors, cette question-là, effectivement, je ne vais pas pouvoir répondre sur de mon champ de compétences. La partie réglementaire, j'ai pas trop d'expertise là-dessus, donc je préfère ne pas parler de choses dont je ne connais pas les réponses, pour dire des bêtises. Oui, alors bon, donc je reprends la main, hein, que ce soit HIPAA ou RGPD, ce sont des réglementations qui sont très similaires. Après, va se poser la question essentiellement pour ces deux réglementations-là de l'endroit où on va mettre les données. A-t-on le droit de mettre les données aux États-Unis? A-t-on le droit de mettre les données en Europe? Hors États-Unis, hors Europe, ça va être surtout des questions comme ça qui vont se poser. Mais d'un point de vue technique, les deux, on y répond en mettant les données dans un data center agréé, premièrement, conditions nécessaires mais pas suffisantes. En général, il faut aller plus loin que ça avec un plan de gestion des risques, enfin bon, ce qu'on appelle un Privacy Impact Assessment, bon, des choses qu'on a commencé à détailler ici, mais qui vont plus loin que la simple mise en stockage des données dans un data center agréé. Je me permets juste de rajouter sur cette partie-là, effectivement, alors, pour préciser un peu, éventuellement donner des éléments de réponse. S'il y a des questions qui peuvent se poser autour de ces réglementations et de comment faire pour justement devenir compliance, ou en tout cas obtenir des réponses, l'ANSSI est très, enfin, l'ANSSI, la NSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, dispose de plein de documents et aussi de formulaires de contact. Vous pouvez aussi leur poser des questions sur ces sujets-là. Ils sont aussi là pour apporter des réponses aux organisations qui ont besoin d'être orientées sur ces sujets. Alors, j'ai une petite question pour ôter un flou pour Rémi au cours de la présentation sur le processus d'escalade. C'est vrai que nous, selon l'ISO 14971, on a une façon, une méthode d'évaluer les risques un peu différente de l'EBIOS dans la 27001, l'ISO 27001. Est-ce que vous pourriez juste revenir sur ce point, sur ce processus d'escalade? Oui, alors ça, c'est vrai que c'est bon, c'est un petit peu un point qui, je pense, portait à confusion sur cette partie-là. La notion de processus d'escalade, alors c'est les processus d'escalade, hein, j'ai dû mettre au singulier, mais il peut y en avoir plusieurs. C'est vraiment au niveau de l'organisation d'être capable d'avoir un processus donc de remontée d'alerte en cas de problématique sur justement le bon déroulement du processus, qui ferait que du coup on serait contraint, voilà, bloqué, ou qui pourrait un événement qui pourrait empêcher du coup de continuer à travailler dans ce processus-là, et du coup nécessiterait éventuellement une escalade pour pouvoir permettre de faire continuer d'avancer le process. Donc c'est vraiment purement organisationnel et c'est même pas lié en fait à la cybersécu, c'est vraiment autour du processus pour justement garantir le bon fonctionnement de ce process de gestion des risques. Voilà, pensez côté réglementaire, enfin côté dispositif médical pur, pensez à la matériau. La matériau-vigilance, c'est un processus d'escalade en quelque sorte. Et enfin, dernière question et on arrêtera là. Quelles sont les normes de cybersécurité pouvant répondre à l'exigence générale en matière de sécurité et de performance du règlement article 17.2 relatif entre autres à la sécurité de l'information logicielle? Savez-vous si une norme harmonisée de cybersécurité va émerger? C'est une très bonne question pour laquelle aujourd'hui nous n'avons pas de réponse.
Alors, j'avais une petite planche en réserve au cas où on a un petit peu de temps. Donc, je vais peut-être la présenter. Frédéric, si tu peux me laisser la main au niveau de la présentation. Merci. Donc, je vais afficher la planche en question. Voici aujourd'hui où on en est sur les normes en matière de cybersécurité. Si vous voyez mon écran, le temps que ça s'affiche. Donc, je vous ai remis toute la panoplie des normes en blanc et en bleu qu'on connaît sur le logiciel, hein, enfin, que ce soit des normes spécifiques logicielles ou des normes dispositifs médicaux en général. Sur la cybersécurité, viennent s'ajouter premièrement la norme ISO, les séries de normes ISO 81001-X. Il y a toute une ribambelle, hein. C'est comme la 66101, là, il y en a tout un paquet, sur la sécurité du système d'information hospitalier. Donc c'est plutôt des normes qui s'appliquent pour le système d'information hospitalier, mais qui du coup, par ricochet, peuvent donner des idées de conception ou des exigences de conception au niveau du dispositif, au niveau du système d'information autour du dispositif, de telle façon à ce que le client hospitalier puisse assurer sa propre conformité aux exigences de ces normes. Deuxièmement, la norme UL 2900-1 et sa voisine, copine collatérale, l'UL 2900-2-1, elle, est très spécifique au dispositif médical. C'est une norme aujourd'hui américaine qui est purement, on va dire, c'est la 60601 de la cybersécurité, c'est-à-dire que ça s'appliquera très bien au dispositif médical embarqué, connecté. Voilà, donc ça c'est vraiment sur les aspects dispositif médical, objet connecté, logiciel embarqué. Après, donc, il manque quand même un autre sujet là-dessus, c'est les normes relatives au système d'information. Donc là, sur cette partie-là, par contre, je vais relaisser la main à Rémi, parce que sur les systèmes d'information, vous avez des normes qui s'appliquent, qui aujourd'hui, pareil, ne sont pas harmonisées, mais qui sont les normes qu'on applique dans le domaine de la gestion des risques d'un système d'information. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, donc pour la partie gestion des risques, la norme qui fait référence, c'est la norme ISO 27005. Mais voilà, c'est essentiellement une abstraction un petit peu de la méthodologie. Et donc, en fait, la méthodologie principale pour la partie analyse de risque, c'est l'analyse, la méthodologie EBIOS. Le nom de, je ne me rappelle jamais de l'acronyme de EBIOS, expression, comme ça vous pouvez le retrouver. De toute façon, taper EBIOS, ça se retrouve assez facilement. Expression des besoins et identification des objectifs de sécurité. Voilà, c'est la méthodologie la plus connue, en tout cas, on va dire, en France et en Europe. Après, effectivement, on a toute une série de normes aussi, comme le disait tout à l'heure Cyril, l'ISO 27001 qui, elle, est plus orientée sur la mise en place d'un système de gestion de la cybersécurité au sein de votre système d'information. Donc là, on est sur vraiment un processus très, très global, en fait, hein, qui va pouvoir mettre en place, du coup, toute une gestion de la sécurité, que ce soit au niveau organisationnel, gouvernance, pratiques technologiques, etc. Donc voilà, tous ces aspects-là. Pour ce qui est d'éléments peut-être un peu plus concrets et techniques, je pourrais éventuellement recommander de jeter un œil sur, alors je ne suis pas suffisamment expert dans ce document-là pour pouvoir recommander les recommandations exactes, mais je sais que dans les recommandations de l'ANSSI autour du télétravail, il me semble qu'il y a des informations assez importantes et intéressantes sur les connexions au système d'information à travers justement des réseaux non sécurisés, puisque c'est par définition le télétravail, ça fonctionne comme ça, hein. C'est un ordinateur qui se retrouve connecté via un réseau non sécurisé. Donc, il y a peut-être des éléments d'architecture du système d'information, surtout qui peuvent être intéressants pour vous si vous souhaitez avoir des informations là-dessus. Mais effectivement, orienté protection des données médicales, moi, j'ai pas de grandes normes en fait qui unifieraient tout ça pour le moment. En effet, on n'a pas d'unification, donc on a des normes orientées cybersécurité. Aujourd'hui, système de sécurité du système d'information, donc la famille des 27001 et des méthodologies comme EBIOS. C'est vrai que ce n'est pas spécifique au dispositif médical.
la seule norme véritablement dispositif médical aujourd'hui qui existe, c'est l'UL 2900-1 et 2900-2-1, mais ça reste très limité. Et puis surtout, c'est totalement américain et pas du tout harmonisé. Est-ce qu'on a le temps pour une toute dernière question? Oui. Allez. Est-ce qu'un dispositif médical électronique ayant un logiciel embarqué sur un microcontrôleur non connecté à Internet est concerné par la cybersécurité, par exemple par des moyens de réduction du risque physique? Oui, bah, ça rejoint un peu la même question que tout à l'heure, le dispositif, le logiciel sur une application smartphone. On est sur un schéma similaire, sauf que là, on est sur une plateforme physique spécifique DM et pas une plateforme mobile grand public. Mais l'idée est la même, hein. C'est encore une fois une approche basée sur les risques. Quels sont les risques liés au piratage du système, que ce soit un piratage physique ou un piratage, logique, électronique. Quoi. De toute façon, de manière générale, en fait, tout asset actif logiciel, voilà, n'importe quel composant en fait sur lequel qui apporterait de la valeur à votre organisation, à votre société, peut être considéré par la cybersécurité à partir du moment où voilà, vous estimez que ce composant, cet actif, puis pourrait avoir un impact si jamais il y avait une attaque dessus, un scénario. Donc le tout est effectivement d'analyser en fait la pertinence de la prise en compte de certains scénarios ou pas. Et c'est là que voilà, effectivement, la méthodologie de l'analyse de risque permet d'identifier ça. On arrête? On a débordé un petit peu. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, on reviendra vers vous par email. On fera également un petit FAQ et on vous les transmettra en plus du lien pour voir l'enregistrement de ce webinaire. Merci à tous. Merci d'y avoir participé, d'avoir été à notre écoute et à bientôt pour le prochain. À bientôt.